Depuis que Kobe est décédé, son image a changé. D'un côté, des gens qui disent que Kobe est surcoté, qu'il a pris trop de tirs, qu'il a vécu sur son image et que son efficacité a souvent été en dessous des autres légendes. Et de l'autre, des gens qui disent que Kobe est le vrai GOAT. Beaucoup parlent d'émotions, d'autres parlent de stats, d'autres parlent juste de souvenirs. Alors qui a raison d'après la réalité des stats et de son histoire? Est-ce que les gens l'ont élevé au rang de GOAT pour ce qu'il a fait sur le terrain ou parce que, depuis sa mort, plus personne n'ose regarder la réalité en face? C'est ce qu'on va voir. Ou culture. Kobe Bryant naît le 23 août 1978 à Philadelphie. Son père, Joe Jelly Bean Bryant, a déjà joué 8 saisons NBA avant de partir finir sa carrière en Europe. Résultat, quand Kobe a 6 ans, la famille déménage en Italie et il va y passer environ 7 ans, jusqu'à ses 13 ans. Il grandit là-bas entre Rieti, Reggio Calabria, Pistoia et Reggio Emilia. Il joue au basket et aussi va jouer au foot. Il devient fan des Lakers et de l'AC Milan. Alors quand la famille revient aux États-Unis, Kobe arrive à la Lower Merion High School, près de Philadelphie. Il va rapidement d'ailleurs devenir l'un des meilleurs lycéens du pays. Sur ces 4 années, il progresse chaque saison, jusqu'à une dernière année complètement folle. En senior, il tourne à 31,1 points, 10,4 rebonds, 5,2 passes, plus de 4 interceptions et presque 4 contres par match. Son équipe finit à 31 victoires pour 3 défaites et remporte le titre d'État de Pennsylvanie en 1996. Premier titre du lycée depuis 1943. Il termine sa carrière lycée avec 2883 points, record historique de la région à l'époque, devant Will Chamberlain. Là-dessus, il n'y a pas débat. À ce moment-là, Kobe est clairement un top prospect. Et pourtant, le choix qu'il fait derrière est super risqué. Il décide de se présenter directement à la draft NBA 1996 à 17 ans. À l'époque, faut le savoir, c'est encore très rare. Kevin Garnett l'a certes fait un an plus tôt, en 1995. Mais pour un arrière, pas encore prêt physiquement, c'est vu comme encore plus dangereux. Les scouts sont divisés. Certains adorent son talent, d'autres trouvent qu'il est un peu trop confiant, presque arrogant. Il refuse certains workouts, il fait comprendre qu'il ne veut pas aller partout. Il vise Los Angeles. Et ça aussi, ça déplaît pas mal. Le soir de la draft, Kobe ne sera pas pris dans le top 10. Il est choisi en 13e position par Charlotte. 12 équipes passent leur tour. Dans une draft ultra dense avec Iverson, Ray Allen, Nash, il est vu comme un pari. Et dans la foulée, Charlotte l'échange directement aux Lakers contre Vlad Divac. C'est Jerry West qui est derrière tout ça. Son arrivée en NBA est brutale. Pendant la saison 1996-1997, Kobe a 18 ans. Il sort du banc derrière Eddie Jones et Nick Van Exel. Il joue 71 matchs, environ 15 minutes par soir, 7,6 points, 1,9 rebonds, 1,3 passes, rien de fou. Un soir il brille, un autre il disparaît. Physiquement, il est encore léger. Techniquement, il va un peu forcer quand même. Il veut déjà prendre des tirs de patron. Et ça, on va le voir en play-off contre Utah. Ce soir-là, le match est serré. Kobe va prendre plusieurs tirs décisifs dans le money time. Sauf qu'il va rater et faire 4 airballs. 1 à la fin du temps réglementaire, 3 en prolongation. À 18 ans, à l'extérieur. Et ce moment-là devient fondateur pour lui. C'est même un switch mental. Parce qu'à ce moment précis, Kobe ne fait pas l'unanimité au sein du vestiaire. C'est un gamin trop pressé, trop sûr de lui, et qui s'est brûlé les ailes en direct. Mais les Lakers vont pas le lâcher. Parce qu'ils voient quelque chose d'autre. Le travail, l'obsession, et surtout, le refus de l'échec. Kobe dira plus tard que ses airballs l'ont marqué à vie, qu'il a passé l'été suivant à travailler ses jambes, son tir, sa confiance en fin de match. Et dès la saison suivante, il progresse. En 97-98, il passe à plus de 15 points par match en 26 minutes et devient All-Star à 19 ans alors qu'il est encore remplaçant. Mais il est déjà convaincu qu'il doit être ce mec. Et très vite, cette mentalité va se retrouver dans une équipe qui, elle, est prête à gagner maintenant. En juillet 1996, les Lakers frappent fort. Shaquille O'Neal signe à Los Angeles pour 7 ans. Plus de 120 millions de dollars. À ce moment-là, Shaq est au sommet. Il sort de 4 saisons à Orlando, d'une finale NBA en 95 et il arrive comme le franchise player évident. Le projet semble évident pour tout le monde. Construire autour de lui. Et tout, absolument tout, va tourner autour de ça. En saison régulière avec les Lakers, Shaq va tourner autour de 27 points et presque 12 rebonds. En playoff, encore plus. Physiquement, personne ne peut le gérer. Pendant ce temps-là, Kobe Bryant monte en puissance. Lentement au début, puis très vite. En 97-98, comme je te l'ai dit, il est à 15,4 points. En 98-99, il passe à 19,9 points en presque 38 minutes. En 99-2000, il est déjà à 22,5 points, 6 rebonds et presque 5 passes. Il a à peine 21 ans et il joue déjà comme un des meilleurs arrières de la ligue. Offensivement, il devient un peu un co-leader. Mais la hiérarchie est quand même claire. Quand le ballon brûle, quand les défenseurs resserrent, le cœur du jeu reste Shaq.
Alors quand les playoffs 2000 commencent, la domination est totale. Shaq, il va rouler sur tout le monde. Sur l'ensemble du run, il a plus de 30 points et 15 rebonds. En finale contre Indiana, c'est presque indécent. 38 points, 16 rebonds, près de 3 contre. MVP des finales, sans discussion. Kobe, lui, il est diminué. Il se blesse à la cheville en finale de conférence contre Portland. Manque un match en finale, à quelques moments clutch, notamment en prolongation, mais sur la série, il est autour de 15 points. Les Lakers sont champions, oui, mais le titre porte clairement la signature de Shaq. Et pourtant, dès là, un truc va pas trop aller, parce que Kobe progresse encore. En 2000-2001, il va passer à 28,5 points par match. En playoff, il monte à presque 30 points, avec des séries énormes, notamment contre San Antonio en finale de conférence Ouest. Sur ce run-là, Kobe sera monstrueux. Mais en finale, face à Philadelphie, l'histoire se répète encore. Shaq est injouable. 33 points, presque 16 rebonds de moyenne. Deuxième MVP des finales. Kobe est énorme dans le run, certes, mais le trophée, encore une fois, il va à Shaq. 2001-2002, même scénario. Kobe reste très haut niveau, plus de 25 points saison, plus de 26 en playoff, mais en finale contre les Nets, Shaq écrase encore tout. 36 points, 12 rebonds. Troisième MVP des finales consécutifs. 3 titres, 3 finales MVP. Toujours le même nom. Et là, si tu connais les vestiaires, tu vois le problème arriver. Ok, les Lakers gagnent, Kobe est élite. Mais quand il s'agit du moment ultime, le joueur le plus dominant, celui que personne n'arrive à contenir, c'est toujours Shaq. Et forcément, la relation va se dégrader. De plus en plus, Kobe critique le manque de discipline de Shaq. Shaq critique l'ego de Kobe. Le vestiaire se coupe en deux. Sur le terrain, ça va se sentir. Kobe va prendre de plus en plus de tirs difficiles, Shaq réclame plus de ballons, chacun veut être reconnu comme le vrai visage de la dynastie. Mais bon, s'ils avaient acheté une paire de chaussures à moins 50% à partir de 60 €, ils auraient pas eu ce problème. T'as un lien en description. Bref, alors la saison 2003-2004 va pas franchement bien se passer. Les Lakers montent une super team, Gary Payton et Karl Malone. Sur le papier, c'est injouable. En réalité, l'équipe est bancale et en finale contre Détroit, tout va s'effondrer. Les Pistons défendent collectivement sur Shaq, mais il reste efficace. Plus de 26 points à plus de 60% au tir. Kobe, lui, il va forcer beaucoup. Son adresse va chuter et il termine la série à moins de 40%. Les Lakers vont perdre 4-1 et cette défaite va signer la fin. Shaq est échangé à Miami le 14 juillet 2004 contre Lamar Odom, Caron Butler et Brian Grant et un pick de draft marquant la fin d'un des duos les plus dominants all-time. Mais bon, la question qu'on repoussait maintenant depuis des années devient impossible à éviter. Jusqu'ici, Kobe a gagné. Beaucoup, certes, mais toujours avec Shaq comme point d'ancrage principal. Maintenant, il est seul. S'il veut être considéré comme le visage absolu des Lakers, il va devoir gagner sans Shaq. C'est là que sa carrière entre dans sa phase la plus controversée. À partir de l'été 2004, tu l'as compris, Kobe Bryant a exactement ce qu'il a toujours voulu. Les clés, le pouvoir. L'équipe est officiellement la sienne. Sauf que quand tu regardes autour, le contexte n'est pas franchement très bon. Le roster est faible, vraiment faible. Smush Parker à la main, il n'a pas été drafté. Chucky Atkins, Kwame Brown en pivot, ancien numéro 1 déjà mentalement détruit. Brian Cook, Devin George, Chris Mims souvent blessé, Phil Jackson n'est même pas là au début. Résultat, dès la première saison post-Shaq, tout repose entièrement sur lui. Pendant cette saison, il va jouer 66 matchs. Il va finir à 27,6 points, 6 rebonds, 5 passes. Top scorer NBA. Usage énorme, mais l'efficacité est moyenne. 40% au tir, beaucoup de pertes de balles et surtout, aucune structure collective. Les Lakers encaissent plus de 109 points par match. Ils finissent à 34-48. Pas de playoff, pire bilan depuis 1993. Kobe peut porter une attaque, mais il ne fait pas gagner. La saison suivante, en 2005-2006, c'est le pic absolu du scoring. Phil Jackson revient, 35,4 points de moyenne. Troisième meilleure saison de l'histoire derrière Wilt et Jordan. Le 20 décembre 2005, il met 62 points en 3 quarts-temps contre Dallas. Le 22 janvier 2006, il met 81 points contre Toronto. Individuellement, c'est historique, incontestable, mais collectivement, rien ne suit. En play-off, au premier tour contre Phoenix, une équipe bien meilleure, bien plus structurée, les Lakers mènent 3-1. Et là, ça va être compliqué. Au game 7, Kobe met 23 points en première mi-temps. Puis en deuxième, il s'efface volontairement. 3 tirs. 3. Parce qu'il décide de faire passer un message. Au Smush Parker, Kwame Brown jugé indigne. Résultat, déroute totale. 126-98. Série perdue. Et cette séquence devient un symbole. Pour certains, un génie incompris. Pour d'autres, un leader passif-agressif prêt à saboter son équipe pour prouver un point. En 2006-2007, ça continue. 31,6 points,
Encore une saison à plus de 30 points. Usage à presque 40%. Kobe monopolise le ballon. Les Lakers progressent un peu collectivement, ok. 42 victoires, mais en playoff, même issue. Élimination au premier tour. Encore Phoenix. Et là, le vestiaire est complètement fracturé. Kobe est décrit comme invivable. Smush Parker racontera plus tard qu'elle se faisait humilier quotidiennement. After that whole exchange with you and Kobe, they were saying that you intentionally ignored Kobe in terms of passing the ball. Beginning of the season, Phil Jackson addresses the team. He was like, listen, Kobe's going to get his shots. If Kobe's not open, stop trying to force him the ball. Me, I'm following coach's orders. Kobe, okay, no, you're being denied, you're not open, I'm going this way. Kwame Brown se fait démonter publiquement. Kobe le ridiculise après chaque erreur. Phil Jackson lui-même écrit que Kobe détruit la cohésion. En mai 2007, Kobe va craquer. Il demande un trade, publiquement, vers Chicago ou San Antonio. Il accuse le management d'incompétence, puis va finalement reculer. Bon, à ce moment, Kobe est peut-être le meilleur scoreur du monde, mais il est vu comme un leader toxique, un joueur qui peut porter une équipe, mais qui peut aussi la casser de l'intérieur. Et puis, contre toute attente, en février 2008, tout va changer. Les Lakers récupèrent Pau Gasol. Et là, quelque chose bascule. Kobe baisse son usage, il partage, il fait confiance. Résultat immédiat, 57 victoires, MVP de la saison régulière, finale NBA, perdu certes contre Boston, avec une claque au Game 6, mais la trajectoire est franchement bonne. La saison d'après, en 2008-2009, Kobe n'est plus un scoreur fou, il est le chef d'orchestre. 26,8 points, moins de tirs, plus de passes, plus de contrôle. Les Lakers roulent en playoff. Finale contre Orlando, Kobe est monstrueux, plus de 32 points de moyenne. MVP des finales, premier titre sans chacun. En 2010, il confirme encore, back-to-back, finale contre Boston. Game 7 certes horrible à l'adresse, 6 sur 24, mais 15 rebonds, 6 passes. Il prend la responsabilité jusqu'au bout. Il gagne, deuxième MVP des finales consécutifs, et là, la vie des gens va encore changer. Parce que Kobe a tout fait, il a été le scoreur absolu. Il a échoué, il a été un leader toxique, il a perdu, puis il a changé, et il a gagné. Et c'est exactement pour ça que cette période est impossible à lire en noir ou blanc. Parce que selon ce que tu regardes, tu vois soit un joueur surcoté qui a gâché tes années, soit un compétiteur obsédé qui a dû passer par l'échec pour devenir un vrai winner. Bon, après le back-to-back en 2009-2010, Kobe Bryant a tout. 5 bagues, 2 MVP des finales, 1 MVP de saison régulière, plus de 25 000 points en carrière, mais son corps, lui, a déjà payé le prix. 15 ans à jouer avec une intensité maximale, un usage énorme, souvent au-dessus de 35%. Et à partir de 2011, ça commence à se voir. La saison 2010-2011, Kobe est encore très fort, 25,3 points, 5 rebonds, presque 5 passes. Les Lakers vont gagner 57 matchs. Sur le papier, ils sont encore prétendants au titre. Mais bon, en réalité, l'équipe vieillit. Derek Fisher a 37 ans, Gasol est moins dominant et en playoff, Dallas les sweep 4-0. Kobe est à moins de 18 points de moyenne dans la série. C'est la première vraie claque depuis longtemps. L'année suivante, la saison sera raccourcie par le lockout. Kobe remet une couche. 27,9 points, toujours plus de 38 minutes par match. Les Lakers avanceront jusqu'aux demi-finales de conférence, mais se feront sortir par OKC. Kobe joue avec des douleurs au genou, mais il est encore All-NBA First Team. Malgré son corps, la saison suivante en 2012-2013, ça sera la dernière vraie saison où Kobe est encore un joueur dominant sur la durée. 27,3 points, 6 rebonds, 6 passes, carrière high au pass d'ailleurs. Il joue presque 39 minutes par match. Le roster est chaotique. Dwight Howard, Steve Nash, Metta World Peace ou plutôt Ron Artest se fout, rien ne fonctionne. Et pourtant, Kobe porte littéralement l'équipe jusqu'au playoff. Puis arrive avril 2013. Match contre Golden State, fin de 4e quart-temps, rupture du tendon d'Achille. À 34 ans, blessure terrible. Kobe se relève, tire ses 2 lancers francs, sort en boitant. Ce moment-là devient instantanément une image culte. Le guerrier. Même si sportivement, c'est un point de non-retour. La suite est beaucoup plus dure. La saison suivante, il jouera que 6 matchs. Fracture du tibia après son retour. Saison quasiment blanche. Les Lakers s'effondrent. 27 victoires seulement. 2014-2015, il revient, mais l'efficacité chute. 22,6 points, mais à 41% au tir. Épaule douloureuse, seulement 35 matchs joués. L'équipe finit à 17,65. Sportivement, Kobe n'est plus ce qu'il était. Mais son statut, lui, ne baisse pas. La saison suivante sera sa dernière saison. Kobe annoncera sa retraite dès le début. Et là, la ligue s'arrête presque pour lui. Chaque salle se lève, standing ovation en série. Sportivement, ça sera compliqué, certes. 17,6 points de moyenne, 35% au tir, à 3 points, c'est très bas. Mais tout mène vers le dernier match, le 13 avril 2016. Utah, 60 points, sur 50 tirs. Pas efficace, certes, pas propre, mais clutch. Il repart avec une victoire. À 37 ans, ce match-là devient instantanément
une conclusion parfaite pour cette histoire. Après sa retraite, l'image de Kobe évolue encore. Il ne parlera plus simplement de basket, il deviendra mentor, producteur, auteur, et il gagne d'ailleurs un Oscar en 2018 pour Dear Basketball. Il incarne une mentalité plus qu'un style de jeu. Et quand il décède tragiquement en janvier 2020, c'est dur. C'est le premier joueur que j'ai découvert sur NBA 2K, donc ça m'a personnellement touché. La carrière est relue à travers l'émotion. Les saisons inefficaces disparaissent du débat, les conflits aussi. Il reste la légende. Certes, quand tu regardes froidement la fin de carrière de Kobe, c'est plus un joueur dominant. Mais si tu regardes l'impact culturel, l'aura, l'empreinte laissée, peu de joueurs ont marqué autant de gens aussi longtemps. La légende a commencé avant même qu'il arrête de jouer, et elle a explosé après. Alors quand on parle de Kobe aujourd'hui, est-ce qu'on parle encore du joueur réel avec ses pics, ses chutes, ses saisons ratées, ou d'un symbole qui a dépassé le terrain? Parce que selon ce que tu choisis de regarder, Kobe peut sembler surcoté, ou totalement à sa place parmi les plus grands. Alors dis-moi en commentaire si Kobe fait partie du débat du GOAT. Et clique sur cette vidéo si tu veux voir 5 victimes du vrai GOAT, faut pas déconner.